Louis. Il y a 1 an, une femme, qu'on appellera Liv, m'a contactée en me demandant si son témoignage m'intéressait pour travail en cours. Dans son email, elle m'écrit qu'au bout de 10 ans de collaboration avec un homme qui a été son employeur, son mentor, puis son collaborateur, elle a fait une découverte qui a complètement bouleversé son regard sur le monde du travail. Rapidement, je lui écris. Quand on échange pour la première fois par Skype et qu'elle me raconte toute son histoire, il se trouve que c'est 5 jours avant le lancement du podcast de Louis ou peut-être une nuit, écrit par Charlotte Pudlowski, et qui traite du silence qui entoure et pèse sur l'inceste. À ce moment-là, j'ai la tête pleine des témoignages que je découvre au fil de ce podcast. L'enfer vécu par des enfants dont l'intimité a été violée par des adultes qu'ils aiment. Leur oncle, leur grand-père, leur père. Et l'enfer de l'emprise. Dans le cadre de la famille, le lien filial, la confiance et l'amour qu'un enfant porte pour un parent permet de comprendre comment se construit l'emprise et la difficulté d'en sortir. Liv a connu ça dans un contexte tout autre. À travers son histoire, ce que j'ai voulu comprendre, c'est ce qui fait germer l'emprise au travail. L'histoire de Liv commence en 2008. Elle cherche un nouveau poste et une amie lui parle d'une organisation qui recherche une directrice. C'est dans le secteur de la santé. On ne va pas donner plus de précisions que ça parce qu'une affaire judiciaire est en cours. On a aussi modifié la voix de Liv pour l'anonymiser. Toujours est-il que quand elle postule, Liv ne connaît pas du tout le secteur de la santé. Mais elle envoie tout de même sa candidature et elle est reçue pour un entretien. C'est l'histoire d'une trahison révélée par accident, d'une emprise dont on découvre toute l'ampleur à rebours quand il est déjà trop tard. Je suis Louise Emerlet. Bienvenue dans Travail en cours. Je me suis présentée à cet entretien et puis ça a été assez simple. On s'est très bien entendu très tôt. Je me souviens qu'on avait rigolé parce que je sais plus trop comment on en est arrivé là. Enfin, il m'a posé des questions sur ma vie, si j'avais des enfants, je crois. Et puis il m'avait dit moi aussi j'en ai 6. Et je lui avais répondu oui, mais vous c'est pas vous qui les avez faits. Et du coup il s'était marré et en fait a posteriori il m'avait dit que c'était quelque chose qui avait été important pour lui, cette remarque, parce que il n'avait pas l'habitude qu'on lui réponde en fait, et que ça avait été important dans son choix de me recruter moi et pas quelqu'un d'autre, parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui soit pas trop impressionné par lui, en fait. Déjà, il occupe un poste qui fait que les gens ont beaucoup d'égards à son endroit. Il incarne à ce moment-là aussi, il est médecin, enfin tu vois, et il incarne vraiment quelque chose. Enfin, il incarne cette profession, enfin il incarne ce truc de un peu du ponte, quoi. Il a eu aussi une très forte assurance. Il y a un ego, tout de suite son ego l'entoure, quoi, se voit à l'extérieur de lui-même. Et du coup, oui, ça m'impressionne. À ce moment-là, je pense que je suis un peu impressionnée. Et aussi, je me sens privilégiée d'avoir été choisie. Et puis, je vois très vite une forme de mépris très, très fort à l'encontre de ce qu'il estime être médiocre, quoi. Et donc, par opposition, je me sens un peu valorisée tout de suite parce que moi, je ne suis pas cette personne-là, quoi. Il y a peu d'élus dans ce monde, dans son regard, il y a peu d'élus. Et puis, peu à peu, il m'accorde une grande, grande confiance parce que, en dépit de mon peu de connaissance du sujet, il m'emmène avec lui absolument partout. Et au début, je comprends rien, mais vraiment, je ne comprends rien.
Je prends des notes, mais je prends des kilomètres de notes, j'écris tout, j'écris absolument tout, je remplis des cahiers entiers, avec des phrases entières que je ne comprends pas, parce que c'est rempli d'acronymes, de références, de systèmes que je ne connais pas. Et donc au début, il me dit de ne pas trop parler. Il me dit, écoutez, on en parle après, on débriefe. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Et en fait, petit à petit, ça s'éclaire. Et petit à petit, j'écris moins et je comprends plus. En fait, notre relation a été, est vite très exclusive, c'est-à-dire que tout passe par moi. Lui demande à ce que tout passe par moi, à la fois en interne et en externe, pour ce qui relève de la politique à ce moment-là de l'organisation. Il y a des sélections, il se fait sortir, et c'est une très grosse claque, très très grosse claque pour lui. Très vite, il a les idées très très claires de ce qu'il veut faire. Et moi, je crois que je réfléchis, je réfléchis à rien, quoi. Ça me semble très clair qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de le suivre, quoi. Quelques jours plus tard, on crée la structure, quoi. C'était une association au départ, pour mettre en œuvre les propositions et les dispositions qu'on avait écrites dans la loi. On crée progressivement un groupe d'associations. Donc on reste une petite structure, mais progressivement, on a de plus en plus de salariés, quoi. En fait, comme il a un espèce d'ego très, 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 très important, très fort, et une assurance, une confiance en lui, mais absolue et en tout. Il est à peu près toujours sûr qu'il a besoin de personne. Et donc, il a un mode de fonctionnement où il veut toujours tout faire tout seul. C'est-à-dire que moi, très vite, je suis un peu paniquée. Donc je commence à devoir gérer des budgets de fonctionnement assez importants. Très vite, je veux un comptable, je veux un soutien administratif et financier. Je dis, mais attends, je peux pas. Et en fait, il me dit, mais on n'en a pas besoin. Pourquoi faire, en fait? Donc, progressivement, ma charge de travail à moi et mes responsabilités augmentent beaucoup. Donc, c'est très chouette parce que j'ai vraiment beaucoup appris. Forcément, hein, quand on est obligé, quand on est tout seul. Mais aussi, a posteriori, c'est hyper sécurisant, quoi. Parce que finalement, c'était lui, moi et le monde, quoi. En gros. Et moi, je suis un espèce de satellite. Vraiment, je suis la Lune, là. Je tourne autour du Soleil. Et je ne peux pas trop sortir de mon orbite. Et je ne me l'autorise pas. Et ça se passe comme ça. Voilà. En 2013, je dis que je veux partir. Il dit, bon, c'est la fin de la structure. De toute façon, sans vous, moi, j'arrête. Bon, je ne tiens pas le chantage. J'y vais. Je pars dans l'entreprise. Et puis, en fait, c'était horrible. C'était pas du tout pour moi. Vraiment, c'était horrible. Je me suis retrouvée dans une énorme entreprise mondialisée. Bon, voilà, j'ai fait mon expérience. Hein. Et donc, je suis partie à la fin de ma période d'essai. Et à ce moment-là, je m'en ouvre à lui. Et donc, il en profite. C'est là où je suis passée déléguée générale, en fait. Et là, c'est pareil, je réfléchis à peu près 2 secondes et demie, je pense quelques jours quand même. Mais en gros, voilà, je dis OK, d'accord. Mais à ce moment-là, il formule le fait que si je m'en vais, de toute façon, il n'y aura personne d'autre. Parce qu'il a trop donné, parce qu'il n'y a que à moi qui peut faire confiance. Et donc, voilà, il me donne un rôle et une place dans la vie de la structure et dans la sienne
il me donne à moi un rôle énorme. Il me fait peser vraiment une grande responsabilité en me disant, de toute façon, ce que j'ai fait avec vous, je le referai plus jamais avec personne. Je reformerai jamais plus quelqu'un. Et puis, la confiance que j'ai en vous, et il peut y avoir personne d'autre. Ce truc-là de mon rôle très, absolument essentiel dans la vie de la structure, mais essentiel au sens, si je m'en baisse, ça tombe, quoi. Dans la vie de la structure et dans sa vie à lui. Et puis, le fait qu'il a donné beaucoup de sa personne et de lui-même dans notre relation est posé. Et ce truc ne me quitte plus, en vrai. Et ça pèse, en fait. Ça pèse beaucoup trop parce que... ça pèse. Ma situation personnelle, moi je suis femme de militaire avec un mari qui est très peu présent. À ce moment-là, j'ai du coup 2 enfants en bas âge, un mari qui fait beaucoup d'opérations, etc. Il y a quand même, globalement, il y a ça pendant toute la durée de notre collaboration. Il m'offre une sécurité d'action, de travail, d'interpénétration entre ma vie privée et ma vie professionnelle, qui est un confort absolu et une liberté qui est absolue. Ce truc rêvé par exemple, ma 2e fille. Alors il y a toujours 2 faces sur une médaille, mais ma 2e fille, je l'ai emmenée avec moi tout nourrisson, je l'allaitais au bureau, je tirais mon lait, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse faire ses siestes au bureau, etc. J'avais pas alors j'ai pas pris de congé. Pour la 2e, oui, mais pas pour le 3e. Mais c'était l'autre côté. Mais de fait, ça m'offrait une sécurité et une capacité de gestion des difficultés qui étaient les miennes à titre perso. Parce que c'est pas simple d'être toute seule avec ces 2 mômes, puis 3. Et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, si j'avais un problème, d'abord, je savais que je pouvais compter sur lui en tant que médecin pour mes enfants. C'était une grande aide. Mais surtout, j'avais un enfant malade, c'est pas grave. Soit je le prenais avec moi, soit je rentrais à la maison. J'avais jamais rien à justifier, rien à stresser. Mon mari était en opération à l'étranger. Il y a eu des moments vraiment difficiles où il a été... moi, j'ai eu des moments de pic de stress importants. Je veux dire... Il y a eu beaucoup de jours où j'ai pensé qu'il était mort dans un crash de machin. Et j'avais ce soutien, c'est-à-dire que quand j'étais pas bien, j'avais pas à expliquer, j'avais pas à justifier. Donc j'ai une liberté perso, j'ai une sécurité pro et perso à la fois. Je pense que en fait la balance, elle est à ce moment-là extrêmement favorable. Très vite, il devient le médecin de mes enfants. Mes enfants n'ont pas de pathologie, ils sont en très bonne santé, ils ont juste des maladies infantiles, classiques, mais donc fréquentes. Un coup, c'est les dents, un coup, c'est le virus machin, un coup, c'est l'immunité bidule, ça ne s'arrête jamais. Puis il faut faire les vaccins, et puis etc. Et donc, c'est lui qui se charge de ça. Et puis, il s'en occupe très bien. Et donc là, pour le coup, on a dépassé le cadre professionnel. Il sait justement ma situation maritale, c'est-à-dire le fait que mon mari est très peu présent. Et il me soutient beaucoup dans ce contexte. C'est-à-dire que quand mon mari n'est pas là, il n'est pas plus présent que ça, mais il est attentif. Je reçois des petits messages quand il y a une attaque aérienne, quand il y a un accident, où il me dit juste 2 petits mots de soutien ou de pensée. Là aussi, en plus, pas du tout affectueuse ou je sais pas, mais juste, ok, j'ai vu, j'espère que vous allez bien, par exemple. C'est quelque chose qui est assez simple, mais qui fait qu'on se sent un peu épaulé, quoi. Il est là, je sais que je peux compter sur lui et ça me suffit, en fait. C'est quelqu'un qui me rend beaucoup de services matériels. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui m'aide
quand je suis seule à devoir déménager un meuble, par exemple. Enfin, c'est très con, mais quand tu es tout seul, c'est vraiment très chiant. Ou qui m'aide à monter des étagères, ou voilà, des choses toutes bêtes quand il peut, mais toutes bêtes, mais pas tant que ça, en vrai. Ça, c'est un exemple. Et puis, par exemple, sur les derniers temps, au moment des vacances scolaires, quand je dis que je prends des congés avec les enfants, il me prête sa voiture. Et parce que j'ai pas de voiture. Souvent, on prend le train et tout, mais au bout d'un moment, en fait, c'est presque devenu la norme qu'il me prête sa voiture quasiment à toutes les vacances scolaires. Et je demande même pas, en fait. C'est-à-dire qu'il me dit, je vous apporte la voiture tel jour. Et il me dit toujours à ce moment-là, soyez simple. Soyez simple. Vous avez besoin d'une voiture. J'ai une voiture. Bah, je vous l'apporte. Bon, vous n'avez pas de voiture. J'en ai 2. Je vous la donne. Eh ben oui, c'est sûr que vu comme ça, oui, c'est vrai, hein, c'est très simple, en fait. Dans un sens, pourquoi n'ai-je pas dit oui ? Mais en fait, ça, pour le coup, c'était vraiment trop, quoi. C'est vraiment trop. À ce moment-là, quand il me propose de m'offrir la voiture, je sais que ça dépasse les limites. Je le sais. Il dit, bon, c'est vous qui décidez. De toute façon, c'est toujours vous qui décidez. Il dit toujours ça. On est fin 2018. Je souhaite partir. Et donc, je le lui annonce début 2019, je crois. Et il me dit, vous ne trouverez jamais rien de mieux ailleurs. Je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire ? Vraiment, j'étais blessée, quoi. Très, très blessée qu'on puisse me dire ça. Mais bon, j'en prends mon parti et je me dis, on verra bien. Un peu genre, je suis un peu... Enfin, je sais pas, j'ai joué un peu ma petite pain bêche. Je me suis dit, ok, tu verras bien. Mais en fait, c'était pas si simple parce que comme j'étais hyper seule, j'avais quand même une équipe, j'avais pris des engagements, et puis c'est comme souvent dans ce genre de situation, on venait de gagner tout un tas d'appels d'offres, on avait des contrats, on avait des trucs. Fallait bien avancer, quoi. Fallait bien les faire, quoi. Et je me dis, je vais aller au bout de mes engagements. Je vais aller au bout de mon engagement et puis je partirai le moment venu, quoi. Enfin, mais là, c'est effectivement pas encore vraiment le bon moment parce que, j'avais forcément toujours des bonnes raisons. Mais voilà, il se trouve que je me dis ça. Je me dis, je vais finir ce que je vois pas comment je peux faire autrement. Bon, mais j'étais pas prête. À ce moment-là, je suis pas prête. À ce moment-là, je ne suis pas prête. À partir affronter le vaste monde seule. En fait, 2019, c'est une année vraiment très particulière. C'est ma mère qui va pas bien. Mais sauf que ma mère a une très très forte aversion au monde médical. Elle est vraiment presque phobique. Elle ne voit pas de médecin. Elle n'a pas de médecin, elle n'en voit pas, elle ne veut pas en voir. Mais sauf qu'elle est très malade. Donc, je fais ce que je peux avec lui pour gérer ça. Donc, je ne dis pas comme c'est simple, à distance. Donc, elle ne veut pas être vue par un médecin. Donc, je décris les symptômes. Je fais moi-même parce que j'ai pas le choix. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est ça ou rien. Donc, il lui fait les ordonnances. Et donc, on pense que c'est une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, il faut tel médicament. Si ça ne marche pas, on réévalue. Si ça ne marche pas, on réévalue, etc. Et à ce moment-là, elle ne veut pas de radio. Elle ne veut rien. Donc, on fait comme on peut, quoi. Et donc, c'est lui qui assure ce truc-là. On pense que c'est une BPCO. Malheureusement, la situation ne va pas mieux. Et 3 mois plus tard, elle a perdu énormément de poids. Elle est très, très faible.
Et un jour, elle m'avoue que ça va pas. Et donc, elle accepte d'aller faire une échographie. Et donc là, c'est lui qui me fait l'ordonnance pour l'échographie. J'obtiens un rendez-vous pour l'échographie le 21 juin. Et en fait, l'échographie montre une situation très, 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 très dégradée qui impose très vite un scanner. Le scanner montre un cancer généralisé extrêmement avancé. En sortant du scanner, en fait, il me dit « je viens ». Donc, il avait bien compris l'urgence de la situation, parce qu'en fait, j'avais aucune ordonnance, aucun bon de transport. Enfin, c'est compliqué, mais quand il n'y a pas d'intervention de médecin, tout est à notre charge, d'une part, et en plus, c'est pas seulement une histoire financière, c'est aussi une histoire d'organisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référent, et donc, nous, on est perdus en tant que patients. Et donc, je le vois, et donc, quand elle est transférée à l'hôpital, il me dit « je suis là » parce que l'ambulance me dit « j'ai besoin du bon de transport. Il me faut un bon de transport de votre médecin. » Et donc, je l'ai au téléphone et je lui dis « il me demande un bon de transport. » Il me dit « ok, je viens. » Il a 3 heures de route. Il vient et il est devant la porte de l'hôpital et il donne le bon de transport à l'ambulancière. Il voit ma maman sur son brancard, effectivement. Il ne l'avait pas vue depuis un petit temps. C'est vrai que c'était pas très reconnaissable. Et puis là aussi, pareil, il me drive. Il m'explique tout. Il me dit, dites ça. Parce que, en fait, je suis très démunie. J'arrive à l'hôpital et tout. Et en fait, effectivement, à chaque fois, son aide me permet d'aller plus vite ou d'être plus précise sur la description des symptômes, sur le process, etc. Bref, donc il est hyper présent. Et puis là, en fait, c'est la première fois qu'on m'explique on me dit vraiment, écoutez, la situation, elle est très grave et il faut que vous fassiez venir vos sœurs, votre maman va mourir. Et donc, je fais venir mes sœurs. Ça se passe exactement comme on peut l'entendre. En fait, elle attend mes sœurs et elle meurt. On l'enterre et il vient à l'enterrement. Il m'avait tellement aidée, quoi. Il m'a tellement aidée. Là, je suis remplie de gratitude. Et donc, je vais le voir parce que pendant les 10 ans qui précèdent, on se serre la main, on se vouvoie. Là aussi, on se vouvoie, mais en revanche, je lui fais la bise. Il a eu un mouvement de recul, tellement on n'est pas habitué, on n'est pas coutumier de ça. Il n'y a pas de contact physique dans notre relation. Et c'est vrai que moi aussi, ça me fait bizarre. Je ne suis pas du tout à l'aise à ce moment-là, non plus. Après, je pense que je tombe dans un trou. Je ne me souviens pas trop. Enfin, c'est l'été, c'est les vacances. Je lis des livres, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai lu. Mais je me souviens que je les lis. Je pense la peine de mes enfants, qui est très grande. Et puis ça se passe, voilà. Arrive le mois de septembre. Un jour, je vais sur le drive de mon téléphone. Lequel téléphone n'arrêtait pas de m'envoyer des messages très pénibles me disant que ma mémoire était saturée. Et donc j'avais besoin de faire un peu d'espace dans cette mémoire. Et je me souviens que l'informaticien a mis en place, il y a quelques années de ça, un drive de sauvegarde. Et donc je m'étonne et je me dis, mais bon, il faut que je supprime des vidéos de mon téléphone et des photos. Je vais d'abord aller m'assurer qu'elles sont bien sur le drive. D'abord, je retrouve pas les codes. Enfin, je suis jamais allée. En plus, c'est Google, c'est Gmail. Là, je comprends rien. Compliqué pour moi, compliqué. Et puis, je finis par y arriver. Et
Et je me rends compte que mes photos sont bien sauvegardées, les vidéos. Mais au milieu de mes photos, il y a aussi ces photos et ces vidéos. Alors, je suis un petit peu étonnée. Je me dis, mince, petit problème. L'informaticien qui s'occupe de la structure dans sa globalité s'occupe aussi de la gestion de nos 2 téléphones et a mis en place ce drive, sauf que il n'a pas pensé à séparer les comptes. Et donc, je me retrouve avec ces photos. Et puis, je fais défiler les photos et je tombe sur... En fait, les vidéos sont indiquées par une petite flèche et puis, ils commencent par une capture d'écran, toujours. Et puis, il y en a une qui m'étonne. Enfin, j'ai l'impression de reconnaître mes jambes. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et donc, j'ouvre la vidéo et je découvre que c'était une vidéo de moi filmée à mon insu, de mes jambes, sous une table que je n'identifie pas trop. Je suis en jupe, avec des talons. À ce moment-là, je m'habille beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup mettre des jupes, des robes et des talons hauts. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Donc et bien sur cette vidéo-là que je découvre, je suis comme ça et ça dure, je sais pas, 1 ou 2 minutes, quoi. Je referme la vidéo, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce que c'est que cette vidéo. Et puis, je descends les images et je revois une 2e image et puis une 3e. Et là, du coup, je me dis, mais c'est horrible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, je les efface. Vraiment, j'ai ce premier réflexe d'effacer. Je veux pas voir ça et et puis je ferme vraiment, je ferme le drive et je passe à autre chose. Mais vraiment, littéralement, quoi. Je sais pas si je passe par un coup de fil, je sais plus trop ce que je fais, mais ce qui est sûr, c'est que j'oublie. Enfin, je veux oublier. Et j'en ai effacé pas mal. Bon. Ça me travaille. Et j'y retourne quand même, quelques jours plus tard, et j'avance dans le drive et je découvre des dizaines et des dizaines de vidéos du même acabit. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans l'incompréhension et le flou absolu. Je ne comprends pas ni ce que c'est, ni ce que ça fait là, ni pourquoi, ni comment, je comprends rien. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je pars en week-end avec des amis, entre copines, et je leur en parle. Et en fait, elles sont très choquées et estomaquées, et c'est elles, en fait, qui me disent « mais c'est grave, en fait ». Et moi, j'ai dit « non, mais attends, mais de toute façon, je sais que je dois partir, je vais partir, ça me dit juste qu'il faut que je m'en aille ». Et puis, elles en demandent plus, en fait. Elles me disent « attends, montre-nous ». Au début, je refuse, et puis finalement, Et donc, elles découvrent presque avec moi la multiplicité de ces vidéos. Et en fait, c'est elles qui réussissent à me dire, à qualifier enfin, pas à le qualifier, mais en tout cas à me dire « écoute, là, il faut que tu ailles porter plainte, en fait. Et il faut que tu vois un avocat. » Et etc., etc. Et donc là, je me suis laissée porter. Je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mon mari, qui a été lui-même très choqué aussi. Vraiment très choqué. Et donc je vais, le 6 novembre 2019, je vais à la gendarmerie. Je vais avec une amie et je vais porter plainte. Au préalable, j'ai vu un premier avocat, puis un deuxième. Assez vite, je comprends qu'il faut que je scinde les 2 affaires. En fait, il faut qu'il y ait une partie
droit du travail et puis une partie pénale. Donc, je finis par m'en remettre à l'avocat en droit du travail qui m'explique la procédure et qui me recommande d'aller, avant toute chose, faire un constat d'huissier. Je dis d'accord à tout, je fais ce qu'on me dit, quoi. Et je vais donc avec mon ordinateur, je prends rendez-vous chez un huissier. Et c'est là, en fait, où donc on a dû passer en revue la totalité des vidéos, puisque le principe du constat, c'est qu'il doit être exhaustif. Et donc, il a fallu que nous regardions la totalité des vidéos qui remontaient à plus de 2 ans, et en fait, qui remontaient à la mise en place de ce drive, de cette sauvegarde. Et donc, il y en a presque 150. Ça fait beaucoup. Je me sens très, très salie, mais vraiment. Enfin, je me sens... Et je réalise que j'ai été trompée, en fait, que j'ai été dupée. Sur le coup, c'est tellement énorme. Pour moi, enfin, je cherche pas à maximiser le délit en question, en fait. C'est parce qu'en soi, on peut aussi se dire, bon, il n'y a pas eu d'agression. Mais pour moi, en fait, c'était une négation absolue de tout ce que j'étais. Du fait que j'étais une femme, de ma liberté. Je me dis que tout ce que j'ai fait et la raison pour laquelle il a souhaité me garder à ses côtés, c'est uniquement pour ça. Sur le coup, je suis juste dans un regard très, très noir sur sa personne. C'est-à-dire que, là aussi, jusqu'à ce que je réussisse un an plus tard, à faire la barre de sa face sombre et du reste, ne pas tout amalgamer, ne pas considérer que c'est juste un pervers et que sa personne se réduit à ça. Là, il s'est passé beaucoup de temps parce que sur le coup, je n'arrive plus à le voir qu'au travers de ce prisme-là. Et en même temps, ce qui est fou, c'est qu'aussi, c'est pas aussi simple parce qu'il y a aussi des moments, et c'est horrible de dire ça, mais il y a aussi des moments où il me manque, en fait. Encore aujourd'hui, beaucoup moins. Mais ouais, et donc c'est pour ça que c'est un peu horrible parce que c'est fondamentalement mêlé tout le temps entre l'abjection et le reste et ce en quoi j'ai cru, l'admiration, tout ce qui a fait que j'ai accepté de travailler à ses côtés, que j'ai donné beaucoup pendant 10 ans, quoi. C'est troublant parce que effectivement, même là, j'ai donc été réentendue là par la police il y a pas longtemps et par la gendarmerie et même là, alors c'est sans doute plutôt bien, mais je ne réussis pas à ce moment-là à dresser de lui un portrait très sombre, quoi. Alors en même temps, ça me rassure un peu parce que ça me fait penser que peut-être j'ai pas perdu toute confiance en l'être humain. Mais en même temps, parfois c'est pas très rassurant, quoi. Parce que ce serait quand même plus simple aussi de tout jeter à la poubelle d'un coup, quoi. De se dire, bon, allez, mauvaise expérience, pas de bol. En fait, c'est pas si simple. Sur le coup, je veux balayer du revers de la main tout ce qui était non conventionnel dans ce travail. C'est-à-dire
notre relation à lui et moi, c'est-à-dire l'approximation, c'est-à-dire le fait de s'affranchir d'un certain nombre de nécessités diverses et variées. À ce moment-là, je me dis, mais c'est ça le problème. Et puis, je veux aussi m'affranchir de cette relation qui avait dépassé le seul cadre professionnel. Et donc, à ce moment-là, je me dis, c'est ça le problème. Il faut que je rentre dans un truc super conventionnel, en fait. Et je commence par ça, en fait. Je commence par me chercher à regarder à droite à gauche des postes de salariés dans des plus ou moins grosses entreprises, dans des institutions, par réflexe, en fait, de noir-blanc, quoi. Un espèce de jeu de chercher l'opposition. Et en fait, en vrai, j'en reviens précisément parce que, et c'est ça qui est chouette, c'est que je pense que je garde cet attachement à la liberté et la conviction profonde qu'on peut faire avec, quoi. Enfin, que c'est pas vrai qu'on est obligé d'avoir un cadre hyper contraint auquel on ne croit que très très peu et qui nous appartient pas du tout pour éviter ces dérives-là, en fait. En fait, ce que je voudrais, c'est que ça ne dise pas qu'une relation qui dépasse les bornes les bornes du professionnel tel qu'on le conçoit est forcément problématique, est forcément mauvaise. C'est pas vrai. C'est ça, je veux pas que ça dise ça, en fait. C'est ce que j'ai pensé à un moment, mais je crois pas. Je crois que juste là, il y a eu soit une forme de perversion, soit de dérapage, soit de... Je sais pas comment l'appeler. Il y a eu un truc qui a vrillé. Mais en revanche, ça ne dit pas que le cadre ne doit jamais être dépassé, quoi. On peut être ami avec son associé, on peut... et ça peut très bien fonctionner, et peut-être que ça va faire des étincelles, quoi. Je crois fondamentalement, en fait, qu'on puisse construire son propre cadre de travail, quand même, malgré tout. Donc c'est sans doute vers ça que je vais finir par tendre. Ce qui me semble devoir changer dans mon rapport au travail, c'est précisément le fait de ne pas se tromper de cœur, quoi. C'est-à-dire que c'est pas dans le travail qu'on trouve sa seule légitimité, son existence et c'est pas que là-dedans, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas dans le regard de l'autre. Peut-être que ça peut être dans son travail, mais c'est pas dans ce que l'autre vous renvoie. C'est ça que je veux changer. Moi, j'ai beaucoup été en recherche jusque-là et vécu dans cette demande-là de reconnaissance des autres. C'est pas au travers des autres que je vais trouver mon équilibre. C'est moi qui ai apporté quelque chose, en fait. Et ça, c'est une force infinie, quoi. Enfin, ça veut dire qu'on peut vraiment soulever des montagnes. C'est presque zen. Enfin, je pense que je suis en train de devenir Bouddha, en fait. Non, mais vraiment, ça donne encore plus de liberté et de force. Ouais. Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, comme Liv, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Jean Thévenin a composé la musique et réalisé cet épisode. Le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud.
Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt.